Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs. Je crois qu'on est nombreux à partager les propos de notre collègue Fabien Genet. J'ai pu observer les réactions dans la salle. Sans exagérer, l'heure est grave et ça fait maintenant plusieurs années que ces constats sont connus, partagés et surtout vécus sur le terrain. Et probablement qu'au-delà de cette audition, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, il conviendra, et au-delà de notre propre commission, d'aller plus loin et plus vite sur ces sujets-là. Moi, je voulais revenir sur quelques points. Tout d'abord, sur le destin des territoires ruraux. Ça a été dit, là aussi, ça a été rappelé par Madame la représentante de l'Association des maires ruraux. On parle de la diminution de l'espérance de vie pour les habitants des territoires ruraux, mais il faut aussi parler des pertes de chance, notamment quand on doit avoir recours aux urgences. Et là, moi, j'ai quelques exemples en tête, mais je pense que dans beaucoup d'autres départements, c'est le cas. Quand vous avez des SMUR qui ne peuvent pas fonctionner, vous faites appel à des SMUR qui sont à plus d'1 heure de route, ben, mécaniquement, les habitants de ces territoires-là voient leur chance d'être pris en charge au bon moment très sérieusement diminuer. De la même façon, on parle de la démographie médicale. Alors tout ça est relatif, on en a bien conscience les uns les autres, mais je vais donner l'exemple du pays Centre-Ouest Bretagne qui recoupe 3 départements, Finistère, Côte-d'Armor et Morbihan, sur le sujet par exemple des dentistes. Alors la moyenne régionale est sur la moyenne française, donc c'est souvent l'argument qui est opposé pour dire que ne vous plaignez pas. Au niveau régional, donc on est à 5,5, 5,6 pour dentistes pour 10 000 habitants. Pour ce pays Centre-Ouest Bretagne, qui est en zone d'intervention prioritaire, on est à 2,5. Et on pourrait donner évidemment bien d'autres exemples. Mais donc toutes les réponses que vous nous faites, Madame la représentante du ministère, et encore une fois, il n'y a pas d'attaque ad hominem, il n'y a pas de remise en cause personnelle, ne sont pas entendables, pas acceptables de façon très claire. Alors vous évoquez des solutions qui sont plus ou moins mises en œuvre, l'exercice coordonné. Alors là aussi, on est d'accord, évidemment, avec les médecins, sauf que les collectivités se retrouvent en première ligne et qu'il faut redire ici que ça n'est pas leur compétence. Ça n'est pas leur compétence. Elles mettent des moyens sur la table. Les communes, les premières, on a l'exemple de centres de santé avec des médecins salariés, etc. C'est bien la responsabilité de l'État. Or, évidemment, les citoyens, quand ça ne va pas, se tournent vers leurs élus locaux. C'est eux qui sont en première ligne. Mais c'est la responsabilité de l'État. Et tout le discours consistant à dire finalement l'exercice coordonné, etc., tout ça, c'est transférer dans le discours et dans les actes, dans les financements, la responsabilité vers les collectivités. Et j'ai l'exemple d'une commune où il y a 3 médecins, 2 partent en retraite. Le dernier dit si je suis tout seul, je m'en vais aussi. Je m'en vais aussi. Et il n'y a pas de solution là portée par le ministère. De la même façon, sur les territoires vie santé, là aussi, on est sur quelque chose de très technocratique. On nous répond, oui, mais rendez-vous compte à l'échelle du territoire vie santé. Oui, mais quand vous avez affaire à des habitants qui vieillissent, qui ne peuvent plus se déplacer, où les médecins refusent, ne peuvent plus, de toute façon, n'ont plus le temps de faire des visites à domicile, ce raisonnement à une maille technocratique, de fait, n'a aucun sens, ni pour les habitants, ni pour les élus locaux, sans compter, je l'ai remonté à l'ARS, une très bonne discussion avec la directrice générale, c'est pas le sujet, mais des problèmes de remontée de données, où on voit qu'en fait, l'ARS n'a pas les bons chiffres, n'a pas connaissance de médecins qui ou sont partis en retraite ou vont le faire dans les semaines ou les mois qui viennent, donc ça biaise tous les chiffres qui sont utilisés pour le zonage dont parlaient les collègues, sans parler du recours à des chasseurs de tête. 10 ou 15 000 euros, là encore, sur les budgets des communes, avec une concurrence effrénée. Vous en parliez, Madame, tout à l'heure, la concurrence entre collectivités, mais c'est en fait l'État qui conduit les collectivités à se livrer cette concurrence, parce qu'elles n'ont pas le choix. Donc ce sera au plus offrant, à celui qui mettra le plus de moyens et qui, là encore, pénalisera les collectivités rurales les plus petites. Sur le lien ville-hôpital, là aussi, on est d'accord sur le principe, sauf que quand les hôpitaux des territoires ruraux se retrouvent aujourd'hui tous en très très grande difficulté, l'ensemble de l'hôpital public est sinistré, mais les hôpitaux ruraux plus particulièrement. J'ai l'exemple de l'hôpital de Redon-Carentoire ou du centre Bretagne. Derrière, mécaniquement, les lits qui ferment, le fameux virage ambulatoire,
Sauf que ça ne fonctionne pas. Les services d'urgence qui deviennent des services d'hospitalisation, des urgences qui en réalité sont régulées, fermées. Moi, j'ai encore en tête la question que j'ai posée à Madame la Ministre, et sa réponse, c'était de me dire « Non, mais vous inquiétez pas, les urgences fonctionnent très bien ». La veille même de sa réponse, les urgences, le SMUR ne fonctionnait pas. Et les urgences étaient régulées. Donc tous ces éléments-là ne sont pas entendables ni acceptables par des habitants qui depuis des années subissent ces contraintes. Sur la maternité, on a de nombreux exemples dans nos départements. Si vous n'avez pas de pédiatre, la maternité ne peut pas fonctionner. Et donc très régulièrement, nous avons les directeurs d'hôpitaux ou directrices qui nous disent moi je passe toutes mes semaines à essayer de combler le gruyère. Combler le gruyère pour permettre au service de fonctionner, enfin, c'est absolument catastrophique. Et je terminerai en ayant un mot sur la psychiatrie. C'est une bombe à retardement qui a déjà assez largement explosé dans la foulée de la crise sanitaire. C'est absolument dramatique. On a plusieurs établissements publics de santé mentale dans le département. Je pense que c'est pas pareil dans les autres territoires. Aujourd'hui, avec des conséquences en chaîne. Sur les autres services de santé, sur les collectivités qui sont en première ligne quand dans des HLM, vous avez des personnes qui devraient être suivies, qui ne le sont pas, etc. Donc, avec des conséquences sociales majeures. Donc, sur les solutions que vous avez évoquées et que d'autres collègues ont soulignées, sur les formations délocalisées, oui, il faut aller plus loin. Dans le Morbihan, nous avons des initiatives qui fonctionnent plutôt bien sur les premières années de santé, délocalisées à Lorient, à Vannes, à Pontivy par exemple, en lien avec Rennes. Ça fonctionne bien, mais il faut aller plus loin et il faut augmenter le nombre d'étudiants qui peuvent en bénéficier parce qu'en effet, comme ils habitent les territoires, ils les connaissent, ils auront beaucoup plus de latitude et l'envie d'y exercer plus tard. Et sur la régulation, moi je rejoins aussi ce qu'ont dit beaucoup de collègues, il faut l'assumer. Certes, les médecins généraux ne sont pas des fonctionnaires, mais en réalité, tout leur parcours est financé par des formes d'argent public, d'une manière ou d'une autre, de la formation initiale jusqu'à l'exercice de leur profession. Et donc, la puissance publique, elle doit avoir un discours clair, d'autant qu'on peut se dire les choses. Oui, les conditions de travail ne sont pas simples, mais honnêtement, c'est quand même pas la profession qui gagne le moins en France, rapporté au temps passé. Donc là aussi, il faut que chacun prenne ses responsabilités et sur les choix financiers. Alors, ce n'est pas de votre ressort, évidemment, c'est du politique, mais on a eu l'occasion lors du projet de loi de financement de la sécurité sociale avec d'autres collègues de plaider pour des recettes supplémentaires et donc des moyens supplémentaires, des moyens financiers, parce que tout ce que l'on dit là sur l'hôpital, sur la régulation, etc., ça réclame des moyens. Il faut que le gouvernement entende cela. Or, les dernières nouvelles, a priori, ne vont pas dans ce sens. Et donc, oui, il faut, au-delà du fameux virage dont on parle, il faut un virage politique très clair, avec une volonté politique affirmée de garantir l'équité, l'accès des soins à tous les habitants de notre territoire et d'y mettre les moyens financiers, d'y mettre les moyens humains et arrêter les tergiversations, les atermoiements. Ça, très clairement, et je pense que de façon assez unanime, c'est partagé dans les travées de cette salle et j'en suis très heureux. Merci.